La nuit des ours. Julia, Globule Radio, on est en direct de la Nuit des ours avec Corinne Morel-Darleux. Corinne, vous êtes militante éco-socialiste, ancienne conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Également, vous avez écrit des livres, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce et Là où le feu est l'ours. Vous êtes également chroniqueuse régulière pour Reporter. Ma première question, c'est pourquoi avoir choisi d'être présente à la Nuit des ours ? Alors, en réalité, c'est ma deuxième participation, parce que j'étais déjà venue il y a 2 ans. Donc là, je reviens d'abord parce que ça m'avait énormément plu, la participation la première année, où j'étais venue sur l'invitation de Bruno Boussagol, qui est un des grands organisateurs de cette Nuit des ours. Et ce qui m'avait séduite au tout départ, en fait, avant même que j'expérimente cette Nuit des ours, c'était vraiment ce concept d'être dehors la nuit, en pleine montagne, entouré d'œuvres d'art pour assister à des spectacles, à des performances. Je trouvais ça assez mystérieux et assez unique, en fait. J'avais très envie, tout simplement, de participer à l'aventure en tant que guide, mais finalement aussi en tant que participante de cette expérience sensorielle, artistique, très originale et qu'on a finalement très rarement l'occasion de vivre. Votre participation à ce mouvement artistique, est-ce que c'est également un acte de militantisme ? Est-ce que ça s'ancre parfaitement à vos valeurs ? Oui, complètement. C'est vrai que je pense que je ne serais pas revenue si ça n'avait pas été le cas. Et c'est vrai que y a... on sent en fait dans le moindre détail en fait de l'organisation, mais aussi l'attention portée aux uns et aux autres, au milieu aussi dans lequel on est, au paysage et aux animaux, à la biodiversité qui est présente ici. En fait, à tous les niveaux où on sent vraiment une attention, une bienveillance et l'expression de valeurs humanistes, écologistes, sociales, qui font aussi un peu l'âme de la Nuit des ours, finalement. Et je trouve que tout ça est empreint à la fois de beaucoup de beauté, mais aussi de beaucoup de douceur et de chaleur et de bienveillance. Et c'est vrai que c'est pas des valeurs ou des principes auxquels on est confronté toujours dans les festivals dans lesquels on va. Et ça participe, je crois, vraiment de ce sentiment de participer à quelque chose d'un peu unique, d'un peu hors du temps, de cette espèce de parenthèse enchantée que représente la Nuit des ours. Donc on rappelle que la Nuit des ours, les spectacles sont sans effet technique, pas de sonorisation ou très peu, peu de lumière, donc au niveau écologique, il y a très peu d'impact. Est-ce que ça, c'était important pour vous ? Et vous êtes également guide dans cette soirée. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors effectivement, donc il y a cette question de la simplicité des moyens développés qui est intéressante à la fois effectivement d'un point de vue de l'impact environnemental, mais aussi d'un certain état d'esprit par rapport à la société dans laquelle on vit, qui est quand même de plus en plus envahie de technologies, de numérique, d'algorithmes. Et là, se passer de ça, l'espace de quelques jours, en fait, c'est une vraie respiration qui est vraiment bienfaisante, je trouve. Et puis après, donc sur mon rôle de guide, la première fois que j'étais venue, c'était c'était des interventions que je faisais tout au long du parcours, qui étaient des interventions on va dire, de littérature engagée, autour de livres que j'avais envie de partager et qui, pour moi, portaient aussi un certain nombre de valeurs. Cette fois-ci, j'ai été invitée pour parler de l'ours et de mon roman « Là où le feu est l'ours ». Donc, ça va être un peu le même principe. Et moi, ça m'apporte beaucoup, d'abord parce que c'est quand même très chouette dans la période qu'on vit de pouvoir à nouveau rencontrer des personnes, échanger avec elles,
parler de son travail et avoir aussi de retours sur ce qu'on raconte, tout simplement. Et puis, c'est quand même, voilà, j'adore aller en librairie pour les rencontres avec les lectrices et les lecteurs, mais là, le faire en plein air, c'est encore une autre forme de plaisir. Et puis, il y a une résonance immédiate, de parler d'ours à la nuit des ours, dans cet environnement de montagne, comme ça, un peu merveilleux. Il y a évidemment des échos très très forts avec l'imaginaire dont est emprunt mon roman, et donc, voilà, ça fonctionne comme si on l'avait fait exprès, quoi. Et pour parler de votre roman, c'est votre premier roman. Oui, alors c'est effectivement mon premier roman. C'est un roman tout public qui est parfois présenté comme un roman jeunesse parce que il peut se lire en réalité à tous les âges, mais à partir de peut-être 11, 12, 13 ans et sans limite d'âge ensuite. C'est l'histoire au départ de la rencontre entre une jeune femme qui s'appelle Violette et un ourson nouveau-né orphelin qu'elle découvre dans un abri qu'elle cherche pour la nuit. Et c'est l'histoire de cette rencontre, puisque très rapidement, dès les premières pages du roman, Violette va porter cet ourson à son sein et l'allaiter, et ensuite avoir une relation maternelle en fait à l'ourson. Et donc on va suivre leurs aventures dans un univers qui peut à la fois relever de temps archaïques, de temps du mythe, comme de temps futuristes, post-apocalyptiques. On ne sait pas trop à quelle époque on se situe, mais en tout cas on se situe dans une époque où la steppe est parcourue d'incendies, de vents de feu, où on sent bien que le climat est complètement déréglé et que les repères sont pas tout à fait ceux qu'on connaît, en tout cas aujourd'hui. Donc à travers un roman un peu jeunesse, comme certains diront, vous mettez à l'honneur aussi des réflexions sur le climat, les sociétés, les rapports aux vivants. Oui, tout à fait. En fait, je me suis évidemment pas mal documentée avant d'écrire le roman, et j'y ai aussi insufflé beaucoup de mes réflexions politiques, beaucoup de réflexions issues de travaux de chercheuses et de chercheurs en anthropologie sociale, sur des communautés alternatives, d'autres manières de vivre, sur l'animisme, sur des sociétés matriarcales, sur d'autres manières d'enseigner. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses, notamment dans la deuxième partie du roman, qui se déroule dans un lieu qui s'appelle l'Oasis, où justement il y a une autre manière de vivre ensemble, humain, non humain, et de manière très simple, sans technologie, qui s'expérimente. Et donc il y a la possibilité effectivement d'avoir une lecture un peu au premier degré de pur roman, parce que c'est un roman d'aventure où il se passe plein de choses. Et puis il y a aussi la possibilité d'avoir une lecture un peu plus politique, parce que en réalité il y a beaucoup de choses qui sont dans les interstices du livre. Et moi j'aimais bien ça, parce que j'aime pas du tout les romans trop didactiques qui cherchent absolument à convaincre la lectrice ou le lecteur d'une thèse. Donc j'avais pas du tout envie de ça. Donc ça peut se lire de plein de manières différentes. Et pour expliciter un peu ça, et que ça encombre pas le roman, en fait, j'ai reporté à la fin, après le roman, dans une partie qui s'appelle glossaire, symbolique et coulisses, justement tout ce qui était issu de la réalité, du ici et maintenant, pour qu'il y ait cette approche un peu plus documentaire qui puisse venir nourrir aussi les réflexions autour du roman. Vous avez participé au débat jeudi dernier « Nous avons l'art » pour ne pas mourir de la vérité. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de cet atelier ? Alors, en fait, on s'est assez vite décroché de ce titre qui avait été mis, de cette citation qui avait été mise en exergue. On était donc plusieurs intervenants, et puis, en fait, très rapidement, tout le monde a participé, et on voulait que ce soit quelque chose de pas du tout professoral. Donc, les débats, en fait, ont très rapidement tourné autour du qu'est-ce qu'on
fait en fait. Qu'est-ce qu'on fait collectivement par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, notamment sur les questions de crise climatique, d'extinction de la biodiversité, en lien évidemment avec la question du dévissage démocratique. Et donc on a beaucoup parlé de nouvelles formes de militantisme, des limites de la participation aux institutions, donc voilà, des différentes manières dont les uns et les autres pouvaient s'engager, des différents impacts, des objectifs. Enfin voilà, c'était assez riche comme discussion, et en tout cas très agréable de pouvoir l'avoir avec des personnes qu'on connaissait pas forcément, et de retrouver ce goût de l'échange avec des inconnus en fait, qui à la fin de la discussion le sont plus tout à fait. Et cette phrase, moi, elle me fait penser, est-ce que l'art, pour vous, peut être un acte de changement ? Je pense qu'il peut participer, en tout cas, effectivement, de certains changements. Après, je suis à la fois très d'accord avec cette affirmation, et avec l'idée que l'art a des choses à dire, et un rôle à tenir dans la société, et en même temps un peu frileuse par rapport à l'idée d'assigner cette mission-là à l'art. Moi, je défends aussi le droit au divertissement pur, en fait. Je ne crois pas que en littérature, par exemple, je n'ai pas envie de dénigrer des romans qui sont des romans de pur divertissement, les romans de gare, comme on dit. Moi, je prends aussi beaucoup de plaisir, de temps en temps, à ouvrir un roman de gare, un bon polar, voilà, qui va rien m'apprendre, mais qui va m'offrir 2 heures, 3 heures, 4 heures de pure évasion. Donc voilà, je ne vais pas non plus assigner l'art à une mission politique. Par contre, je pense que voilà, c'est non seulement possible, mais souhaitable que certaines formes d'art ou certains artistes se coltinent aussi à ça, quoi, parce que ils ont l'immense atout de pouvoir s'adresser pas seulement au cerveau rationnel des gens, mais aussi à tout un registre émotionnel, aux tripes, à plein de choses que on touche pas en fait par un discours politique standard, ou par de la conscientisation, par l'information, ou toutes ces choses-là. Et donc je pense qu'on a aussi besoin de s'adresser voilà, à d'autres registres, et notamment évidemment au registre du beau et de l'émerveillement, et de l'émotion par cette forme de grâce que l'art peut apporter. Donc pour revenir à la Nuit des Ours, donc vous êtes guide. Alors ce soir, vous allez faire un guidage, si je peux me permettre, en fonction de votre livre. Alors est-ce qu'il y aura quand même des petites allusions par rapport à notre environnement, par rapport au réchauffement climatique ? Dieu sait que Chamonix en est victime. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de la situation ici dans notre vallée ? Alors moi je suis pas d'ici, hein, puisque je suis de la Drôme, hein, mais évidemment j'ai quand même passé 11 ans en tant qu'élue à la région, donc et en plus les dernières années en commission montagne, donc on a évidemment beaucoup évoqué le cas à la fois des effondrements en montagne, et là on est juste en dessous des Drues. Et de la question aussi des pollutions en vallée, notamment dans la vallée de l'Arve. Enfin bon, voilà, tout ça évidemment a été très très présent, et continue à l'être, en tout cas pour moi. Là ce soir, dans le guidage, a priori, on va plutôt être dans une forme d'extraction de cette réalité-là. Enfin moi, j'avais envie d'offrir plutôt un moment un peu suspendu, en dehors du temps, et qui permettent peut-être justement d'aborder, ou en tout cas que chacun puisse aborder ces questions-là par un autre prisme que par celui de la réalité, et de son caractère totalement sordide, en fait, dont on est déjà beaucoup abreuvé. Et je pense que voilà, moi ce soir j'ai envie que ce soit un moment un peu de pas de côté, et que ces questions-là elles soient abordées, mais de manière peut-être indirecte, et peut-être voilà, de laisser davantage de place à la magie, à l'émerveillement, à des choses différentes qu'on a moins l'habitude justement de rencontrer dans le quotidien. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir ?
Alors oui, d'autres projets d'écriture, puisque j'ai un roman jeunesse, alors pour le coup vraiment jeunesse, destiné aux 8-12 ans, un roman illustré de première lecture à faire seul, qui va sortir en librairie le 10 septembre au Seuil Jeunesse, qui s'appelle Le Gang des chevreuils rusés, qui se passe là aussi en montagne, dans un petit village de montagne où la bande de gamins du coin découvre un projet d'aménagement d'un hôtel golf de luxe dans leur territoire de jeu favori, et qui vont donc évidemment pas se laisser faire et tenter de saboter ce projet d'hôtel golf de luxe. Et donc, ce sont eux qui fondent ce gang des chevreuils rusés. Donc ça, ce sera en septembre. Et puis après, plus tard, il y a un roman adulte en littérature générale qui est en train de se lancer aussi, probablement, j'espère, en 2022. Et merci Corinne Morel-Darleux d'avoir répondu au micro de Globule Radio.